Alors pour commencer, la fac de droit de Reims, elle s'appelle Faculté de droit et de sciences politiques. Mais c'est une faculté de droit très classique. C'est juste historiquement, une grande partie des facultés de droit étaient associées à la science politique, qui n'était pas autonomisée pendant longtemps. Et la plupart des facs de droit en France ont gardé le nom Faculté de droit et de sciences politiques, dans la mesure où il y a peu de facultés de sciences politiques. Dans une faculté de droit, l'objectif, c'est pas, bon, c'est assez banal pour vous, mais j'aime bien le rappeler à chaque fois, c'est pas de connaître les textes de droit en tant que tels, ça n'a absolument aucun intérêt. Et j'aurais clairement fait notre métier si c'était ça mon job, d'enseigner les différents textes des disciplines. Ma spécialité, c'est le droit administratif, j'aurais dû commencer par là. Et je connais absolument aucun texte de droit administratif par cœur, je crois. Un bout de phrase par-ci par-là, mais pas plus. Ce qu'on enseigne, c'est principalement alors, les principaux textes, type Constitution, Déclaration des droits de l'homme, etc. Mais on ne les apprend pas par cœur. Ce qu'on enseigne, c'est les grands principes des différentes matières, que j'évoquerai plus tard, les grandes évolutions, les grandes mutations, la manière de raisonner dans telle ou telle matière en droit, comment on interprète les textes, comment on raisonne en droit, et évidemment avec une mise en perspective historique. Il y a pas mal de cours d'histoire en fac de droit, alors d'histoire du droit spécifiquement, avec une mise en perspective socio-économique. Faire du droit pour du droit, ça n'a pas grand intérêt. Et donc l'idée, c'est de comprendre, quand on a un texte, d'où il vient, comment l'interpréter et comment il peut évoluer. Donc un étudiant qui sort d'un master de droit, il ne connaît pas grand-chose de dispositions de loi, il en connaît très peu par cœur finalement, et tant mieux. Mais par contre, il peut comprendre n'importe quel type de texte qui va sortir, qui va changer, parce qu'il saura où chercher, il saura comment l'interpréter, il saura comment ça peut évoluer en fonction du temps, des jurisprudences, de l'évolution de la société. Normalement, si on les a bien formés, ils sont capables de faire ça. Donc voilà, très généralement. En droit, il y a deux grandes catégories de matières que les étudiants suivent en licence, et ils se spécialisent après surtout en master. Dedans, c'est la distinction entre droit privé et droit public. Et la plupart des cours qu'ils ont en licence et en master sont dans ces listes-là. Alors, je n'ai pas été exhaustif. Donc, le droit public, qui est ma branche, c'est le droit constitutionnel, le droit des institutions, le droit administratif, le droit des libertés fondamentales, le droit international public, c'est-à-dire entre les États et les organisations internationales, ou entre les États seulement, le droit des contrats administratifs, tout ce qui a trait à l'administration, aux institutions locales, nationales, européennes ou internationales. L'autre branche qui est finalement la plus connue, c'est le droit privé, qui regroupe les matières de droit de la famille, droit social, c'est le droit du travail, droit commercial, droit pénal, droit des biens, propriété intellectuelle, droit des entreprises, etc. etc. Donc toutes ces matières, les étudiants qui ont une licence en droit les suivent. Alors, peut-être pas droit à la propriété intellectuelle, ils en font un peu, mais en tant que tel, ça vient un peu plus tard. Mais voilà à peu près le corpus des matières que suit un étudiant de licence. Avec en plus, et c'est à part de cette distinction droit public, droit privé, des matières d'histoire du droit, d'histoire des institutions, et des matières de sciences politiques, introduction à la science politique, sociologie politique, relations internationales, qui sont des matières qui sont périphériques au droit, mais qui sont indispensables pour comprendre ces différentes matières-là. Et la licence, chez nous, elle est assez généraliste, et la spécialisation, elle se fait surtout en master, même si en licence 3, par les options, ils peuvent commencer déjà à se destiner plutôt vers le droit public, plutôt vers le droit privé. Ça commence un peu plus tard à se dessiner, ce qui fait qu'ils n'ont pas trop de pression quand ils rentrent à la fac. Ils savent qu'en L1, L2, à part quelques options, ils auront tous le même cursus, et après ils ont à se poser des questions un peu plus pour savoir vers quoi ils veulent se spécialiser. En ce qui concerne l'organisation des études, je ne sais plus si j'ai fait une slide dessus ou pas. Non, c'est après. Actuellement, mais ça va changer, parce que tous les 5 ans, on change nos maquettes avec des directives nationales et de l'université qui sont évolutives. Donc actuellement, ils ont environ 20 heures de cours magistraux. Donc ils sont en amphithéâtre, les L1. C'est à peu près 20 heures. Ils ont 6 heures d'anglais, ils ont 2 heures d'anglais par semaine et 3 travaux dirigés.
de 2 heures, donc 6 heures de travaux dirigés par semaine. Travaux dirigés, c'est dans certaines matières jugées plus importantes. En première année, c'est droit constitutionnel, droit civil, enfin, je l'ai masqué en droit de la famille, mais en première année, ils font du droit de la personne et droit de la famille. Et en introduction au droit, qui est une matière un peu transversale, ils ont des travaux dirigés. Et au lieu d'être en amphithéâtre, ils sont dans une classe de 30, 35, malheureusement des fois 40, même si on aimerait que ce soit moins. Donc en cours magistral, il n'y a absolument pas d'appel, ils sont trop nombreux, ils doivent venir, mais il n'y a aucune obligation qu'ils viennent, donc on ne peut pas le contrôler. En travaux dirigés, par contre, donc 6 heures par semaine plus l'anglais, ils sont face à un enseignant qui leur donne du travail, puisqu'ils sont évalués en contrôle continu. Il y a un appel qui est fait et ils ont des choses à rendre d'une semaine sur l'autre, donc c'est plus commun par rapport à ce qu'ils ont connu au lycée. D'ici, est-ce que vos étudiants rentrent, sauf pour les terminales, mais est-ce que les autres rentrent à la fac? Ils auront un peu moins d'heures puisque ça va être allégé l'année prochaine pour qu'ils aient un peu plus de travail personnel et moins de cours en présentiel, puisqu'on doit réduire un peu le volume horaire des différentes maquettes. Les cours magistraux, la plupart, quasiment tous, sont assurés par des enseignants-chercheurs titulaires, donc maîtres de conférences ou professeurs. Les travaux dirigés sont faits assez minoritairement par des titulaires, mais plus globalement par des doctorants avec différents statuts, ou des praticiens, des avocats, des notaires, des huissiers, des juges, des fonctionnaires territoriaux pour les travaux dirigés qui sont associés à un cours. Donc la licence, elle est sur 3 ans assez généraliste. Ici, on propose une licence de droit unique. Il n'y a pas de licence de droit public ou de droit privé, même si en L3, ils peuvent commencer à se spécialiser un peu. Donc on a une licence généraliste qui existe à Reims et à Troyes. C'est exactement la même, c'est les mêmes enseignants. Alors on ne peut pas dupliquer exactement les mêmes enseignants, mais il y a des matières que je fais à Reims, d'autres que je fais à Troyes. Mais c'est exactement les mêmes conditions pour eux de suivi, les mêmes matières, les mêmes organisations. En plus, il y a des licences pro. Il doit y en avoir une en métier du notariat qui est accessible qu'en 3e année. Licence pro notariat. Il doit y avoir une licence pro métier du droit social, droit du travail. On va en créer une des métiers de l'administration à Troyes d'ici 2 ans. Et il y a aussi une licence d'administration publique qui est destinée principalement à préparer des concours au niveau L3, préparer des concours de l'administration. Et actuellement, la licence d'administration publique est à Reims et à Troyes. La licence pro droit social est seulement à Troyes. Et d'ici 2 ans, la licence pro métier de l'administration sera à Troyes et la licence d'administration publique sera qu'à Reims, mais ce sera à peu près la même chose dans l'idée. Les étudiants ont 2 périodes de partiels, là ils sont en plein dedans. Si vous remontez sur le haut du campus vers les coquilles, vous allez voir plein de gens stressés. Globalement, ils ont 2 périodes de partiels, une toute fin décembre, la dernière semaine avant les vacances, avec des fois quelques matières en janvier ou des oraux, et une autre session en mai. Les 2 semestres se compensent, donc s'ils ont 12 à l'un et 8 à l'autre, ça fait 10, ils valident. S'ils ne valident pas à l'issue des 2 semestres, il y a une session de rattrapage où ils peuvent rattraper toutes les matières qu'ils n'ont pas validées, elle est en juin. Et à l'issue de ça, soit ils passent pas, ils redoublent, et ils peuvent redoubler autant de fois qu'ils veulent. D'ailleurs, il n'y a plus de limite aujourd'hui, sauf pour les étudiants boursiers, mais là c'est pas une limite d'inscription, c'est une limite vis-à-vis du Crous qui ne va pas les financer s'ils redoublent plus de 1 ou 2 fois, je ne sais plus, il y a peut-être des dérogations s'ils ont été malades ou blessés. Les attendus, ça c'est les attendus nationaux, c'est le ministère qui pond ça, et je vais commenter chacun de ces attendus, parce qu'ils sont pas idiots, hein, ils sont intéressants, mais quand même les mettre dans le contexte. Le premier attendu national, c'est la maîtrise de la langue française et d'une ou plusieurs langues étrangères. Je vais distinguer les deux. La maîtrise de la langue française, c'est indispensable, puisque l'écrit est fondamental en droit. Le fait de pouvoir rédiger des dissertations, des commentaires, puis des mémoires plus tard. Et dans leur métier futur, c'est absolument indispensable, mais pour les études, pas bien écrire. Alors certains, quand ils rentrent, écrivent mal, et à force, ils s'y font. Hein. On a plein de gens qui sont catastrophiques en L1, et à force d'être confrontés à l'échec, ils redoublent 1 ou 2 fois, ils arrivent à prendre le pli et à progresser par eux-mêmes. Mais bon, ceux qui ont cette capacité-là dès le début, forcément, ça va plus vite. Et ça, c'est le premier élément, et c'est le plus fondamental, c'est savoir écrire et suivre un raisonnement en français. Donc il faut avoir des qualités rédactionnelles et de démonstration en français.
une ou plusieurs langues, il peut être impressionnant. En réalité, la plupart des étudiants qui rentrent en droit ne sont pas meilleurs en langue étrangère que n'importe qui d'autre. Et nous, il y a de l'anglais. Alors, ils peuvent prendre de l'allemand, mais on leur conseille de prendre l'anglais, puisque tous les concours qu'ils peuvent passer ou examens, il y aura de l'anglais, obligatoirement. Enfin, quasiment tous. Le niveau de ces examens et concours n'est pas du tout très élevé. Et comme chaque année, il y a tous les semestres de l'anglais obligatoirement, au moins. Mais ils sont formés. Et il y a des groupes de niveau, donc ceux qui sont vraiment pas bons en anglais, il y a des groupes pour leur niveau. Et quasiment personne, alors il faut vraiment que ça se joue à pas grand chose, mais il y a très peu d'étudiants qui ratent leur année de droit à cause de l'anglais. Enfin, il faut être clair là-dessus. C'est pas du tout aussi important que la maîtrise de la langue française. Ça dépend des métiers. S'ils veulent faire une carrière dans les organisations internationales, il faut qu'ils parlent au moins anglais, c'est normal, c'est comme le français, enfin, c'est basique. Il faut qu'ils parlent au moins une autre langue classique, type espagnol, allemand, et en plus une langue rare, mais ça, c'est s'ils veulent vraiment faire des carrières à l'ONU ou autre. Mais c'est quand même une niche, et pour la plupart des carrières, avoir quelques rudiments d'anglais, ça suffit largement, et ils sont épaulés tout au long de leur cursus là-dessus. La deuxième attente nationale, c'est comprendre, analyser et synthétiser un texte. C'est lié à la capacité de rédaction qui est le premier attendu. C'est la base du droit, c'est lire des textes, les comprendre, les interpréter, les analyser, les commenter, parce que c'est aussi un exercice, le commentaire de texte, ou de jurisprudence, d'arrêt, de décision. Donc il doit être capable de décrypter un texte, que ce soit une loi, un décret, que ce soit une décision de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, que ce soit une décision de Cour européenne des droits de l'homme, ou aussi décrypter des textes de professeurs de droit, d'avocats qui écrivent des textes pour commenter le droit. Et c'est une grande partie de ce qu'on voit dans les travaux dirigés, de ce qu'on leur apprend. Donc ça, c'est fondamental. Être autonome et organisé, je pense que c'est une attente nationale pour n'importe quel diplôme. Donc il n'y a pas de spécificité vis-à-vis du droit, si ce n'est que comme il y a quand même pas mal de cours, pas mal de connaissances, il ne faut pas qu'ils s'y prennent au dernier moment, parce que s'ils révisent juste la semaine blanche avant les examens, c'est absolument impossible qu'ils y arrivent, à moins d'avoir un cerveau fait de manière assez exceptionnelle, mais la plupart des gens, il faut qu'ils travaillent régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient autonomes, puisqu'à part dans les 6 heures de travaux dirigés en anglais, on va leur demander d'une semaine sur l'autre de rendre des devoirs. Pour le reste, ils sont en autonomie totale, et moi, d'une semaine sur l'autre, en amphi, je leur demande rien. Enfin, je leur dis, c'est mieux si vous avez lu le cours et si vous avez lu les références que je vous donne, mais je ne peux pas les contrôler. Donc c'est à eux, régulièrement, de faire cet effort-là, et c'est cet effort-là qui n'est pas fait par tous les étudiants, qui est un des gros facteurs d'échec pour ceux qui ratent. Quatrième attendu, s'intéresser aux questions historiques, sociétales et politiques. Là aussi, je pense que c'est commun à toutes les licences, mais en fait, le droit pour le droit, ça ne sert à rien. Le droit, c'est une science sociale, ça s'applique à tous les domaines de la vie, et un étudiant qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de lui, déjà, il va être assez ennuyeux. Et il perd en capacité de compréhension de ce qu'il fait. C'est-à-dire lire un texte de droit, mais pas comprendre dans quel contexte il s'applique et à quel type d'interaction sociale il s'applique, c'est assez pauvre comme raisonnement. Donc c'est important qu'ils soient curieux. Alors s'ils s'intéressent ils ne peuvent pas s'intéresser à tout, mais s'ils sont plutôt portés sur la relation internationale, ils doivent absolument suivre l'actualité Ukraine-Russie, entre autres. S'ils sont plus portés sur les questions de droit du travail, il y a toujours dans l'actualité des choses qui sont en lien avec ça. Et puis ça peut être des choses qui sont en lien avec leur passion. Et on a quand même un collègue qui est spécialiste et qui a sorti un bouquin il y a quelques mois de droit des jeux vidéo. Il y a du droit là-dessus. Il y a du droit des marques de luxe, donc ceux qui sont intéressés par la mode, il y a plein de choses à faire aussi. Donc c'est pas, voilà, ils peuvent aussi connecter leur passion, le droit du sport évidemment, avec le droit et creuser. Et parfois, en creusant, en mêlant le droit à leur passion, ils trouvent des voies professionnelles qui sont tout à fait intéressantes et auxquelles on ne pense pas dans les métiers que je vais présenter, qui sont un peu standards, auxquels on ne pense pas forcément. Donc il faut qu'ils aillent chercher un peu ailleurs pour se cultiver, parce que, donc ça c'est juste pour les études, mais au-delà de ça, la plupart des examens et concours qu'ils vont pouvoir passer après nécessitent, des fois il y a des matières même en tant que telles de culture générale. C'est le cas pour être juge, il y a une matière pour rentrer dans l'École nationale de la magistrature, il y a une matière de culture générale. Et des fois, ce n'est pas une matière en tant que telle, mais c'est dans des dissertations important d'avoir des éléments de culture générale, de sociologie, d'économie, d'histoire, de philosophie, de littérature, etc., pour agrémenter les copies.
parce que ça fait partie de l'évaluation aussi, et parce que nos étudiants, sur certains concours et examens, ils sont en concurrence avec des étudiants de Sciences Po qui, eux, sont formés à connaître plein de choses, rien en profondeur, mais plein de choses, avoir une grande culture générale, et les nôtres, ils sont très spécialistes en droit, et il faut qu'ils cultivent aussi cette capacité à aller au-delà du droit. Et enfin, il y a le test d'auto-évaluation, mais bon, ça, ils font leur test, nous on n'en tient pas compte, c'est pour eux. Et pour le coup, on s'était amusé à le faire avec des collègues et les questions sont parfois complètement idiotes. Donc ça ne nous intéresse pas, je ne commente pas plus que ça, c'est pour eux. Sachant que c'est beaucoup de culture plus que du droit. Vu qu'ils n'ont jamais fait de droit au lycée, on ne va pas leur demander de distinguer la Cour de cassation et le Conseil d'État. Donc c'est pas mal de culture générale. Alors contrairement à une idée reçue, il y a assez peu de par cœur. Il y a des collègues qui ont encore tendance à leur faire apprendre par cœur et faire des tests de connaissances pures, mais c'est de moins en moins le cas parce que ça n'a aucun intérêt, ni pédagogique, ni d'apprendre par cœur des cours et de les rabâcher. Et la plupart des exercices qu'ils ont à faire pendant les partiels ou en contrôle continu, c'est des commentaires de textes juridiques ou des commentaires de textes d'auteurs sur le droit. C'est des commentaires de décisions de justice ou d'auteur, ou des commentaires de loi, c'est un peu moins le cas, mais ça dépend des matières. Ça peut être des dissertations. Il y a encore beaucoup de dissertations jusqu'en Master 2 dans les différentes matières. Et c'est des cas pratiques, c'est-à-dire qu'un tel se casse la jambe, puis il est renversé par le train, qui peut l'indemniser, un truc assez banal, mais ce genre de cas pratique. Ça, c'est les 3 exercices phares en droit, disserte, commentaire, cas pratique. Et évidemment, dans les travaux dirigés, ils sont préparés avec chaque semaine des choses à rendre pour s'exercer, et ils sont évalués là-dessus. Et ça, c'est un des facteurs d'échec, c'est le fait qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue française à l'écrit. L'autre facteur d'échec, c'est que souvent, ils ne comprennent pas qu'une dissertation, c'est pas juste rabâcher son cours et qu'il faut démontrer quelque chose. Mais ça, c'est la méthode, ça relève pas forcément du lycée, c'est aussi nous qui avons à l'inculquer. Et c'est les 2 principales causes d'échec en L1, c'est mauvaise maîtrise à l'écrit du français et ils comprennent pas ce qu'on attend d'eux dans les exercices.